Bonsoir et bienvenue dans ce nouveau journal de TLT. Dans l'actualité de ce jeudi 13 novembre, la communauté scientifique tout entière est suspendue aux nouvelles du robot Philae. Le Conseil communautaire parlait budget ce matin et la composition du 15 de France est tombée aujourd'hui. On prend les mêmes que face aux Fidji et on essaye de faire aussi bien. Vous n'avez pas pu louper l'événement spatial international d'hier. Le robot Philae s'est posé sur la comète Chury, exploit qui couronne un voyage de 10 ans dans l'espace. Oui, mais voilà, tout ne s'est pas exactement passé comme prévu. Le robot n'a pas réussi à s'agripper au sol, sans doute à cause d'une défaillance de ses harpons. Il a donc dû s'y prendre en plusieurs fois pour se poser. Sophie Voinis reçoit Philippe Godot et Éric Jurado dans son magazine. En voici un extrait. On savait qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas dans les minutes qui ont suivi l'atterrissage, parce qu'on voyait encore les panneaux solaires être ensoleillés de façon différente, donc comme s'ils continuaient à tourner. Comme s'il était en mouvement. Comme s'il était Et il était d'ailleurs en mouvement. Et voilà, on l'a compris que plus tard. Montrez-nous, Philippe, parce que vous nous avez amené donc un bébé Chury. On avait donc désigné ce site avec la petite gommette jaune, qui était le site J, sur lequel il devait atterrir. Qu'on appelle Agilkia maintenant. Oui. Voilà. Et on devait atterrir vraiment au centre de cette pastille, si on peut dire. Oui. Et l'endroit visé, ou l'endroit sur lequel on est tombé initialement, était extrêmement proche du site visé. Le problème est que certains sous-systèmes, harpons et propulseurs, n'ont pas fonctionné au bon moment, en tout cas, n'ont pas fonctionné, on pense, du tout. Et donc on a connu une phase de rebond, un premier, puis un deuxième plus petit, qui nous a amené, alors, on pense, et on n'est pas encore sûr, dans cette zone-là. À peu près quoi, une centaine de mètres, je crois. Non, c'est à peu près 1 kilomètre. 1 kilomètre de la zone choisie initialement. Ouais. Et en fait, c'était un ancien site visé qui se trouvait au centre. Oui, c'était le deuxième choix. Voilà, le deuxième choix. Donc il s'était orienté tout seul vers ce deuxième choix qui devait semble-t-il préférer. C'était son destin. Quelles sont les nouvelles de Philae? Comment est-il? Moi, j'ai entendu dire qu'il était accroché à de la roche, 2 pieds sur la roche et puis 1 pied dans l'espace. Est-ce que c'est vrai, Eric? On ne sait pas trop. Le problème, c'est qu'actuellement, on ne sait pas trop sa position et son orientation exacte. Ouais. Donc on essaye de déterminer ça à l'aide des instruments qui sont à bord de l'orbiteur de Rosetta et du lander. Mmh. On pense quand même qu'il est sur une pente, parce qu'en bord du cratère, là, il y a quand même des pentes qui sont fortes, qu'on s'est coincé sur une pente assez forte et que de ce fait, je ne sais pas si on peut dire qu'on est ancré, mais au moins on est posé, bloqué là sur cette pente-là. Non factualité. Voilà. Est-ce que vous avez les moyens de le manœuvrer pour le repositionner? Est-ce que vous avez la main? Et est-ce que c'est ce qui est prévu? Non, je veux dire, les opérations, on est encore en cours de les finaliser, en particulier celle dont vous parlez. Donc on n'est pas sûr de le faire parce qu'on a très peu de soleil là où on se trouve actuellement, mais on peut se dire que peut-être c'est une question de saison et qu'ultérieurement on en aura plus. Mais il faudrait attendre sûrement longtemps. Donc il y a une deuxième solution, ça serait d'essayer de le faire bouger. C'est aussi possible grâce à soit le landing gear, soit même l'ADS, ou les harpons, ou même Moupous. Enfin, il y a différents moyens, parce qu'une simple petite pichenette en microgravité le ferait redécoller. Mais ça peut également le faire tomber, non? Voilà, exactement. Et là, il y a le risque. L'endommager. Et l'endommager. Et ce risque, on ne va pas le prendre. Le risque, c'est en plus, si son mouvement n'est pas tout à fait horizontal, enfin, s'il ne reste pas à l'horizontale pendant le mouvement, vous pouvez vous retrouver sur la tête. Voilà, vous pourrez retrouver le magazine Aerospace demain soir à 19h25, juste après le journal, et une émission de 26 minutes, émission spéciale à l'image de la mission Rosetta, samedi à 11h30. C'était aujourd'hui le rendez-vous mensuel des élus de Toulouse Métropole. Au programme du Conseil communautaire, le débat sur les orientations budgétaires. Un débat qui, semble-t-il, n'a pas eu lieu. Jean-Marc Lucas était sur place. On parlait gros sous aujourd'hui à la communauté urbaine. L'État baisse ses dotations aux collectivités. Il faut donc trouver de l'argent pour l'investissement. Voici ce que défend la majorité. Des sous, oui, mais pour quel projet, s'interroge l'opposition.
Avant de vous poser la question de qu'est-ce que vous allez dépenser, d'abord vous devez poser la question de qu'est-ce que vous voulez. Et donc c'est ce qui manque dans ce débat d'orientation budgétaire. Il est temps d'avoir une priorisation des projets. Et lorsqu'on a une priorisation des projets, après on peut réfléchir à la façon dont on les finance. Nous avons besoin de nouveaux parcs d'exposition à Toulouse, c'est une évidence. Mais en même temps, lorsque nous n'avons plus de recettes, lorsque nous avons des salaires qui diminuent à titre personnel, nous retardons finalement nos achats. Eh bien, c'est à peu près la même chose que je propose au niveau de Toulouse Métropole, des choses relativement simples. Tant qu'on n'a pas cette vision sur les choix, on ne peut pas démarrer en disant écoutez, on va augmenter l'impôt, puis après on verra ce qu'on en fait. Ça, ce n'est pas tenable. Du côté des Verts, on propose même de décaler le vote du budget primitif 2015 et on s'inquiète au niveau du développement des transports en commun. Il nous propose aujourd'hui que Tisséo ait moins d'argent, du coup une évolution moindre que celle qui était prévue, ce qui veut dire clairement qu'il n'y aura pas le développement des projets de transport en commun dont a besoin notre agglomération. Donc on est extrêmement inquiet effectivement sur les orientations que prenne la nouvelle majorité. La majorité parle, elle, d'un futur budget de précaution. Nous avons la nécessité, si nous voulons assurer un programme d'investissement important, de mobiliser, le cas échéant, des recettes nouvelles. Donc il est à l'examen et il sera soumis au Conseil de communauté, le cas échéant, une augmentation extrêmement modérée de la fiscalité locale qui représenterait de l'ordre de 1,80 € par foyer et par mois. Donc on voit quelque chose d'extrêmement modéré, de l'ordre de 20 à 22 € par an pour un foyer, en moyenne, c'est quelque chose de raisonnable. Qui plus est, la majorité assure que cet impôt interviendra seulement si les collectivités ne peuvent diminuer leur budget de fonctionnement de 10%. À suivre donc. Des étudiants et des personnels de l'université Toulouse-Jean Jaurès, anciennement du Mirail, sont en grève. Le 6 novembre dernier, une assemblée générale avait voté le mouvement. La protestation est large et dénonce aussi bien la baisse des dotations de l'État, la sélection à l'entrée des universités que la mort de Rémi Fraisse à Sivins. Marlène Canal. Ils étaient près d'un millier réunis dans l'amphi 8 aujourd'hui pour cette journée de grève. Au programme, des revendications diverses et variées comme le souhait d'une université gratuite, ouverte et critique, la dissolution de la BAC. En bref, l'Assemblée générale demande moins d'argent pour la police et plus pour l'enseignement supérieur et la recherche. Aujourd'hui, quand on voit qu'il y a une mesure qui s'appelle le crédit impôt recherche qui alloue 10 milliards par an à la recherche privée, alors que les universités aujourd'hui, elles sont prises à la gorge en termes de budget, elles sont financées à budget constant depuis des années, alors que le nombre d'étudiants augmente chaque année. Sur l'université du Mirail, Jean Jaurès, on a une augmentation de plus de 40% dans certaines filières. Je prends la licence LEA qui est passée de 1000 étudiants en première année à 1400 étudiants. Comment voulez-vous qu'une université qui a budget constant puisse financer et former la jeunesse de manière correcte avec des diplômes de qualité? Une assemblée générale largement consacrée au sujet Sivins et au barrage, avec de nombreux témoignages de jeunes ayant participé à la manifestation de samedi dernier notamment. Il y était question de répression policière et plus globalement d'une jeunesse qui ne se sentirait pas entendue, un sentiment que les personnels enseignants et non enseignants partagent. Ce qui soude l'ensemble de ces mouvements, c'est un adversaire commun. C'est le même adversaire qui détruit les conditions de travail, c'est le même adversaire qui détruit la nature, c'est le même adversaire qui réprime. L'adversaire nous soude. La contestation est en train de grandir à l'université Jean Jaurès sur fond de manque de moyens, de violences policières et de mort de Rémi Fraisse. Un peu facile sur ce terreau fertile qu'est cet établissement historiquement ancré à gauche. Pourquoi est-ce que ça c'est opportuniste? Au contraire, c'est une prise de position qui émane démocratiquement d'un côté de l'Assemblée générale étudiante, de l'autre côté de l'Assemblée des personnels. Ce sont des prises de position qui répondent à l'urgence de la situation sociale et politique du pays. L'AG a voté ce matin le blocage de l'université pour le 20 novembre et c'est un peu partout en France qu'universités et lycéens commencent à se mobiliser. En 10 ans, Midinvest s'est imposé comme le rendez-vous incontournable entre entrepreneurs et investisseurs. Cette année, 12 entreprises ont été retenues pour l'excellence de leurs projets qu'elles ont pu présenter devant des investisseurs potentiels. Exemple avec le concepteur d'une nouvelle trottinette, reportage de Jérôme Bolloc et Alain Sorat. Légère, 10 kg et dotée d'une autonomie d'une vingtaine de kilomètres, voici la trottinette électrique développée par Christophe Bayard. En un peu moins d'un an, 1000 exemplaires ont été vendus après avoir investi 30 000 € dans le projet.
Le chef d'entreprise implanté à Balma aimerait lever 500 000 € de fonds afin de développer rapidement son activité. C'est important parce qu'aujourd'hui, on va dire, il y a un certain nombre d'acteurs relativement importants qui sont annoncés pour 2015. Donc des gens comme Oxelo du groupe Decathlon qui vont arriver avec un produit différent. Et on va dire la concurrence va être un peu plus structurée. Donc on a besoin, pour gagner notre position de leader actuelle sur le marché français, d'avoir des fonds pour pouvoir avancer plus rapidement en termes de développement produit et sortir de nouveaux produits fin 2015, début 2016 pour rester toujours numéro 1 sur le marché français et aller attaquer le marché européen dès l'année prochaine. Les 12 entreprises sélectionnées par Midinvest bénéficient d'un accompagnement privilégié. Objectif, trouver des investisseurs prêts à développer un partenariat durable. Tous les ans, nous avons ce salon avec une présélection d'un certain nombre de candidats que nous estimons, le jury qui sélectionne estime être ceux qui peuvent intéresser le plus un certain nombre de financeurs qui viennent de l'extérieur, qui ne sont pas uniquement des financeurs toulousains, beaucoup viennent de l'extérieur. Et puis, il y a au-delà de cette sélection d'une douzaine d'entreprises, il y a les autres entreprises qui viennent et qui ont elles aussi des rendez-vous, mais qui n'ont pas fait le même travail de préparation que les premières. Depuis la création de Midinvest en 2007, 84 entreprises ont été accompagnées. Seules 13 d'entre elles ont cessé leur activité. Le montant total des fonds levés avoisine les 25 millions d'euros. On ne change pas une équipe qui gagne. L'adage est plus vrai que jamais, semble-t-il, en rugby. Philippe Saint-André a révélé aujourd'hui la composition du 15 de France avec 5 Toulousains chez les Bleus, dont 3 titulaires. Il a reconduit la formation qui a affronté et largement battu les Fidji samedi dernier. Et parmi eux donc le capitaine Thierry Dussautoir, l'ailier Yohan Huget et le deuxième ligne Yohan Maestri. Sur le banc, on retrouvera Yannick Nyanga et Maxime Médard. Mauvaise nouvelle cependant, Yohan Maestri a dû écourter sa séance d'entraînement ce matin, touché à la cuisse lors d'un contact. Reste à voir si cet incident va remettre la composition en question. Les Bleus seront confrontés aux Australiens samedi au Stade de France à 21 h. Toujours plus rock, Chaka Ponk sera à Toulouse demain. 2014 aura été une année chargée pour le groupe qui a sorti son 4e et son 5e album à quelques mois d'intervalle. Le dernier date du mois de novembre. La patte Chaka Ponk reste la même, un mélange d'images et de musique avec le français et l'anglais qui s'entremêlent. On regarde un extrait de leur clip Wanna Get Free. Chaka Ponk en concert donc demain soir à 20 h au Zénith de Toulouse. C'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Prochain rendez-vous demain à 19 h. Excellente soirée.